Je suis tellement heureux que vous ayez trouvé votre chemin jusqu'ici, car ce soir, nous allons dériver à travers les merveilles silencieuses du monde que nous appelons notre maison. Où que vous soyez dans le monde, que ce moment soit celui où vous ralentissez. Laissez le bruit s'adoucir, les contours se brouiller, et vos pensées se poser comme des feuilles sur une eau immobile. Ce soir, nous restons ancrés sur Terre. La vie sur cette planète est plus mystérieuse, résiliente et extraordinaire que la plupart d'entre nous ne l'imaginent. Des océans luminescents aux méduses immortelles, des forêts souterraines anciennes aux créatures microscopiques capables de vivre dans l'espace, la Terre est vivante d'une manière qui vous surprendra, vous apaisera et éveillera quelque chose de profond en vous. Certaines des choses que vous entendrez pourraient changer votre façon de voir le monde. D'autres découvertes pourraient simplement flotter comme des pétales portés par une brise douce, curieuse et discrètement inoubliable. Si ce type d'émerveillement paisible vous apporte du calme ou attise votre curiosité, pensez à aimer et à vous abonner. Cela aide d'autres âmes endormies à trouver leur chemin jusqu'ici, une à une. Mais pour l'instant, mettez-vous à l'aise. Prenez une profonde inspiration et commençons ce voyage lent et apaisant à travers les miracles de la vie sur Terre. Une méduse qui peut vivre éternellement près des eaux côtières chaudes de la Méditerranée et dans les océans du monde entier, dérive une créature qui défie l'une des lois les plus universelles de la nature. La Turritopsis d'Ornie, souvent appelée méduse immortelle, possède une capacité remarquable. Lorsqu'elle est blessée, vieillissante ou menacée, elle peut ramener son corps à un stade antérieur de sa vie. Comme un papillon redevenant chenille, elle retourne à sa forme de polype, l'équivalent de l'enfance pour une méduse, et recommence. Ce processus n'est pas seulement théorique. Il a été observé à plusieurs reprises en laboratoire. La méduse peut parcourir ses cycles de vie encore et encore, potentiellement pour toujours, à moins qu'elle ne soit mangée ou détruite. Bien qu'elle ne détienne pas la clé de la vie éternelle pour les humains, elle nous rappelle que l'imagination de la nature dépasse de loin la nôtre. Ici, flottant silencieusement dans la mer, se trouve une créature qui remonte le temps, non pas une fois, mais encore et encore. Les arbres murmurent entre eux à travers un réseau caché. Dans le calme d'une forêt, une conversation secrète se déroule sous vos pieds. Les arbres, longtemps considérés comme des géants solitaires, sont reliés par des réseaux souterrains de filaments fongiques appelés mycorhizes. À travers ces délicats filaments, les arbres échangent des nutriments, envoient des signaux chimiques et partagent même des avertissements sur les parasites ou la sécheresse. Les arbres plus âgés, parfois appelés arbres-mères, soutiennent leur progéniture en acheminant des sucres et des ressources via ce réseau caché. Ce n'est pas une métaphore. C'est un réseau biologique si vaste et complexe que certains scientifiques l'appellent le Wood Wide Web. Un bouleau peut soutenir un sapin voisin. Un arbre mourant peut transmettre son énergie restante à la forêt. C'est une forme d'intelligence silencieuse, non consciente, mais profondément coopérative. Dans ce monde silencieux de racines et de champignons, la forêt n'est pas une collection d'individus, mais une communauté unique, respirant et partageant. Les tardigrades peuvent survivre dans l'espace. Ils sont minuscules, étranges et presque indestructibles, et on les appelle tardigrades, bien que beaucoup les connaissent sous le nom d'ours d'eau. Ces créatures microscopiques mesurent moins d'1 millimètre et ressemblent à des oursons gélatineux, ridés à 8 pattes sous un microscope. Mais ne vous laissez pas tromper par leur taille. Les tardigrades peuvent survivre à des conditions qui détruiraient presque toute autre forme de vie. Température proche du zéro absolu, chaleur bouillante, pression écrasante, radiation et même le vide de l'espace. En 2007, des scientifiques les ont envoyés en orbite et ils sont revenus vivants. Comment font-ils ? En entrant dans un état appelé cryptobiose. Dans ce mode, ils se dessèchent presque complètement et suspendent leur métabolisme. Ils ne meurent pas, ils attendent
parfois pendant des années. Et lorsque l'eau revient, ils se réveillent. Les tardigrades nous rappellent que la vie est plus résistante, plus étrange et plus adaptable que nous ne l'avions imaginé, même en dérivant parmi les étoiles. L'oxygène était autrefois un poison mortel. Aujourd'hui, nous le respirons à chaque instant. Mais il y a longtemps, l'oxygène était le polluant le plus dangereux de la Terre. Il y a plus de 2 milliards d'années, les premières formes de vie microbienne prospéraient dans une atmosphère sans oxygène. Ces organismes anciens, appelés anaérobies, étaient les premiers habitants de la planète. Puis vinrent les cyanobactéries, de minuscules microbes photosynthétiques qui commencèrent à libérer de l'oxygène comme sous-produit. Au début, ce n'était pas grand-chose. Mais au fil de millions d'années, l'oxygène s'accumula dans les océans et l'air, déclenchant ce qu'on appelle maintenant le grand événement d'oxydation. Pour d'innombrables espèces anaérobies, l'oxygène était toxique. Il corrodait les cellules, perturbait les métabolismes anciens et provoqua une extinction massive. Mais pour d'autres, ce gaz invisible devint une nouvelle source d'énergie. Finalement, il permit l'émergence de formes de vie multicellulaires complexes, y compris nous. Ainsi, d'une certaine manière, le souffle qui vous maintient en vie est aussi l'héritage d'une extinction massive. L'oxygène n'est pas seulement vital, son histoire est inscrite dans chaque inspiration. Certaines plantes mangent des animaux. Nous imaginons souvent les plantes comme passives, vertes et douces, tendant tranquillement vers le soleil. Mais toutes les plantes n'attendent pas poliment leurs nutriments. Certaines chassent. Les plantes carnivores, comme la dionée à trappe-mouche, la plante à urne et la rossolis, attirent les insectes avec des odeurs sucrées ou du nectar collant, puis les capturent ou les piègent. Une dionée compte les pas de sa proie, ne se refermant que lorsqu'elle détecte plusieurs contacts. Les plantes à urne forment des puits profonds et glissants, remplis d'enzymes digestives, où les insectes glissent et ne peuvent s'échapper. D'autres, comme les rossolis, brillent de minuscules tentacules qui s'enroulent autour de leur proie comme des bras lents et collants. Pourquoi font-elles cela ? Parce qu'elles vivent dans des sols pauvres, là où l'azote est difficile à trouver. Elles s'adaptent donc, non pas avec des dents ou des griffes, mais avec patience et un design ingénieux. Ces prédateurs silencieux nous rappellent que la survie prend de nombreuses formes et même la feuille verte la plus douce peut cacher un appétit secret. Chaque feuille est un chef-d'œuvre de design. Tenez une feuille à la lumière et vous verrez un miracle silencieux. Chacune est une machine finement réglée, douce au toucher, mais conçue avec une précision microscopique. En son cœur se trouve un réseau délicat de veines, comme des rivières se ramifiant à travers un paysage. Elle transporte l'eau, les minéraux et les sucres dans chaque coin de la feuille, alimentant le processus de photosynthèse. La surface est parsemée de minuscules pores appelés stomates, des valves qui s'ouvrent et se ferment pour laisser entrer le dioxyde de carbone et sortir l'oxygène. Le pigment vert, la chlorophylle, capture la lumière du soleil et la convertit en énergie, non seulement pour la plante, mais pour presque tout ce qui vit sur Terre. Certaines feuilles suivent le soleil dans le ciel. D'autres repoussent l'eau, piègent les insectes ou stockent la chaleur. Aucune n'est exactement identique en forme et en fonction. Chaque feuille est un chef-d'œuvre, fragile, magnifique et pleine de vie. Certains océans brillent dans l'obscurité. Imaginez marcher le long d'une plage silencieuse la nuit et voir les vagues briller d'une lumière bleu-vert étrange. Ce phénomène est réel et causé par de minuscules êtres vivants appelés planctons bioluminescents. Lorsqu'ils sont dérangés par un mouvement, comme une vague qui s'écrase ou le tourbillon de la main d'un nageur, ils émettent un éclat de lumière froide. Ce n'est pas la lumière de la lune réfléchie, mais une réaction chimique à l'intérieur de leur corps, similaire à celle utilisée par les lucioles dans le ciel. Dans des endroits comme la baie de Mosquito à Porto Rico ou les Maldives, cette lueur peut illuminer des rivages entiers, transformant la mer en un paysage onirique scintillant.
Pas d'électricité, pas de magie, juste de la biologie. La bioluminescence a évolué plusieurs fois dans les océans de la Terre, utilisée pour tout, du camouflage à la communication. Et ici, dans la marée sombre, la mer offre un rappel lumineux et silencieux que même dans les eaux les plus obscures, la vie trouve un moyen de briller. Votre corps est plus microbien qu'humain. Vous pourriez vous sentir comme une seule personne, un seul corps, un seul esprit. Mais en réalité, vous êtes une communauté vivante entière. Votre corps contient plus de cellules microbiennes que de cellules humaines. Des trillions de bactéries, virus, champignons et archées vivent sur votre peau, dans votre bouche et profondément dans vos intestins. Cette collection est appelée votre microbiome. Et il ne se contente pas de suivre le mouvement. Il aide à digérer votre nourriture, entraîne votre système immunitaire, produit des vitamines et influence même votre humeur et votre comportement. D'une certaine manière, le microbiome est une extension de l'intelligence de votre propre corps, un partenaire invisible dans presque tout ce que vous faites. Certains microbes vous protègent, d'autres concurrencent les envahisseurs. Et tout comme aucune empreinte digitale n'est identique, votre microbiome est unique. La prochaine fois que vous vous sentez seul, souvenez-vous que vous ne l'êtes jamais vraiment. Vous êtes un écosystème ambulant, un monde dans un monde. Les fourmis peuvent construire des ponts avec leur propre corps. Dans les forêts d'Amérique du Sud, les fourmis légionnaires sont constamment en mouvement, coulant sur le sol de la jungle comme une rivière vivante. Mais lorsqu'elles rencontrent un obstacle ou un vide, elles ne s'arrêtent pas. Au lieu de cela, elles construisent des ponts avec elles-mêmes. Une fourmi s'ancre à une branche, une autre grimpe sur son dos, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce qu'une structure vivante se forme, flexible et solide. Des milliers de fourmis peuvent s'unir, s'adaptant en temps réel au poids et au trafic au-dessus d'elles. Lorsque la colonie a fini de traverser, le pont se désassemble et les fourmis rejoignent la marche. Ces ponts vivants ne sont pas commandés par un chef. Ils émergent de décisions locales, chaque fourmi répondant à ses voisines, guidée par l'instinct et le contact. C'est un exemple stupéfiant d'intelligence collective, une structure mouvante faite entièrement de vie, un corps parmi tant d'autres, tous fonctionnant comme un seul. Les poulpes peuvent réécrire leur propre ADN. Dans les profondeurs silencieuses de l'océan, le poulpe dérive comme un rêve, changeant de forme, de couleur et observant avec des yeux étrangement extraterrestres. C'est déjà l'une des créatures les plus intelligentes de la Terre. Mais ce qui se trouve en dessous est encore plus étrange. Les poulpes peuvent modifier leur propre ARN, les scripts moléculaires qui traduisent l'ADN en protéines. Alors que la plupart des animaux se tiennent au code génétique avec lequel ils sont nés, les poulpes peuvent effectuer des ajustements en temps réel sur la manière dont leurs gènes s'expriment. Cela signifie qu'ils peuvent affiner leur biologie à la volée, modifiant le fonctionnement de leurs neurones, leur perception de l'environnement ou leur réponse au stress et à la température. Ce n'est pas la même chose que changer leur ADN, mais cela leur donne une flexibilité remarquable. Nous ne comprenons pas encore pleinement pourquoi ou comment ils font cela, mais cela ajoute une couche de mystère à une créature qui semble déjà venir d'un autre monde. Certains animaux semblent se reconnaître. La plupart des animaux peuvent voir leur reflet, mais très peu semblent le reconnaître. La reconnaissance de soi est rare dans la nature. Elle est souvent considérée comme un signe de conscience supérieure, un sens de soi. Dans le test du miroir, un animal est marqué d'une tache qu'il ne peut voir sans reflet. S'il essaie d'examiner ou de toucher la tache en regardant dans le miroir, cela suggère qu'il sait que l'image est lui-même. Jusqu'à présent, seules quelques espèces ont réussi. Les grands singes, les dauphins, les éléphants, les pies et peut-être les raies manta. Même certains poissons montrent des signes de conscience du miroir. Cela ne signifie pas qu'ils ont une conscience de type humain, mais cela suggère quelque chose de remarquable. La conscience pourrait ne pas être uniquement la nôtre. L'étincelle de soi pourrait scintiller dans des esprits très différents des nôtres.
Et à travers l'arbre de la vie, la frontière entre je et autre pourrait ne pas être aussi claire que nous le pensions autrefois. La vie a survécu à 5 extinctions massives. La vie sur Terre est ancienne et incroyablement résiliente. Au cours des 500 derniers millions d'années, notre planète a connu au moins 5 événements d'extinction massive. Chacun a éliminé la majorité des espèces vivant à l'époque. Le plus dévastateur, connu sous le nom d'extinction permo-triasique, a anéanti plus de 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Volcans, astéroïdes, changements climatiques. À chaque fois, le monde a changé et à chaque fois, la vie est revenue. Pas la même vie, mais quelque chose de nouveau. Des cendres de l'extinction, les écosystèmes se sont remodelés. De minuscules survivants sont devenus les ancêtres de nouvelles lignées. C'est un témoignage silencieux de la persistance de la biologie. La vie ne se contente pas d'endurer. Elle s'adapte, évolue et se réinvente. Nous faisons partie de cette histoire, née d'anciens survivants qui ont traversé l'obscurité et le silence et ont trouvé un chemin pour avancer, un fil ininterrompu, même à travers la catastrophe. Les champignons peuvent contrôler le comportement des insectes. Dans l'humidité ombragée d'une forêt, un drame étrange se déroule, brouillant la frontière entre plantes et marionnettistes. Certains champignons, comme l'Ophiocordyceps, infectent des insectes tels que les fourmis, infiltrant leur corps et leur cerveau. Une fois à l'intérieur, le champignon commence à croître, libérant des substances chimiques qui modifient le comportement de l'insecte. La fourmi, désormais sous contrôle fongique, grimpe haut dans la végétation et s'accroche à une feuille ou une branche. Puis, elle s'arrête. Le champignon tue son hôte et fait germer une tige à partir du corps, libérant des spores pour infecter d'autres en dessous. C'est un cycle macabre et précis, affiné au fil de millions d'années. Les scientifiques ne comprennent pas encore pleinement comment le champignon manipule si efficacement le système nerveux. Mais dans cette guerre biologique silencieuse, même les plus petits organismes exercent un pouvoir étonnant. La forêt est plus que verte et paisible. Elle est pleine de stratégies invisibles, certaines élégantes, d'autres terrifiantes. La couleur bleue est rare dans la nature. Regardez autour de vous. Le ciel, l'océan, l'éclat des ailes de papillons. Le bleu est partout. Pourtant, dans le monde naturel, le bleu est l'un des pigments les plus rares. La plupart des créatures bleues, comme les geais bleus, les papillons morphaux ou les paons, ne contiennent pas du tout de pigments bleus. Leur couleur provient de la structure. Des motifs microscopiques sur leur surface plient et dispersent la lumière de manière à réfléchir les longueurs d'onde bleues. C'est ce qu'on appelle la coloration structurelle, une illusion optique créée par la forme, pas par un colorant. Les vrais pigments bleus sont difficiles à produire pour les organismes vivants et peu y parviennent. Cela rend chaque bleu naturel une sorte de ruse, une interaction entre la lumière et la plus infime architecture. La prochaine fois que vous verrez un éclat de bleu dans la nature, souvenez-vous que vous ne voyez pas seulement une couleur, vous voyez la lumière danser à la frontière de la biologie et de la physique. Les éléphants pleurent leur mort. Parmi les herbes et la poussière de la savane, les éléphants font quelque chose que peu d'autres animaux sont connus pour faire. Ils pleurent. Lorsqu'un éléphant rencontre les ossements d'un proche ou d'un ami, il ralentit. Il touche les restes avec sa trompe. Il s'attarde. Certains ont été observés revenant au même endroit des années plus tard, examinant doucement les ossements à nouveau. Les éléphants ont même été vus montant la garde près des mourants, restant à proximité, refusant de partir. Leur chagrin n'est peut-être pas exactement comme le nôtre, mais il est profondément ressenti. Ils forment des liens familiaux solides, se souviennent des anciens compagnons et semblent porter un poids émotionnel. C'est une vérité silencieuse qui nous humilie. L'empathie, la perte et l'amour ne sont peut-être pas réservés aux humains. Dans le cœur de ces géants doux, quelque chose de très ancien et tendre s'éveille. Une reconnaissance de l'impermanence de la vie.
Les récifs coralliens sont construits par de minuscules architectes animaux. Les récifs coralliens sont parmi les écosystèmes les plus vibrants de la Terre, mais ils ne sont pas construits par des plantes ou des roches. Ils sont construits par des animaux. Chaque corail est une colonie de minuscules créatures appelées polypes. Ils se nourrissent en étendant des tentacules urticants pour attraper le plancton. Et ils construisent leur maison en sécrétant du carbonate de calcium, créant les squelettes pierreux qui forment les récifs. Avec le temps, ces squelettes s'accumulent, formant d'immenses structures sous-marines qui peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres. Et dans ces récifs, la vie prospère. Poissons, crustacés, mollusques, tortues de mer et bien d'autres. Bien qu'ils couvrent moins de 1% du fond océanique, les récifs coralliens soutiennent près d'un quart de toute la vie marine. Ce sont des villes vivantes construites non par un dessein, mais par le labeur lent de millions d'architectes invisibles. Délicats, colorés et profondément vulnérables, les récifs rappellent combien de vie peut émerger des plus petites mains. Les moisissures visqueuses peuvent résoudre des labyrinthes sans cerveau. Elles ressemblent à quelque chose sorti d'un film de science-fiction, et d'une certaine manière, elles se comportent ainsi. Les moisissures visqueuses sont des organismes unicellulaires qui vivent dans le sol, le bois en décomposition et autres environnements humides. Elles n'ont ni cerveau ni système nerveux, et pourtant elles peuvent résoudre des labyrinthes. Dans des expériences en laboratoire, les scientifiques placent une moisissure visqueuse dans un labyrinthe avec de la nourriture à 2 sorties. La moisissure s'étend dans toutes les directions, puis se rétracte, laissant derrière elle le chemin le plus efficace entre les 2 points. Elle ne pense pas, elle ne planifie pas, mais d'une manière ou d'une autre, elle trouve la solution. Les moisissures visqueuses utilisent des gradients chimiques et des rétroactions pour explorer leur environnement, une sorte d'intelligence distribuée, inscrite dans leur corps. Elles ont même été utilisées pour modéliser des réseaux de transport, montrant des parallèles surprenants avec les systèmes humains. C'est un rappel étrange et fascinant que l'intelligence prend de nombreuses formes. Toutes n'ont pas besoin d'un cerveau. L'Amazonie crée sa propre pluie. La forêt amazonienne ne se contente pas d'absorber la pluie, elle la crée. Chaque jour, alors que le soleil réchauffe la canopée, des milliards d'arbres libèrent de l'humidité dans l'air par un processus appelé transpiration. Cette vapeur monte, se refroidit et se condense en nuages, qui retombent ensuite sous forme de pluie, nourrissant la forêt en contrebas. C'est un cycle si vaste et efficace que l'Amazonie génère une grande partie de son propre climat. Cette boucle autosuffisante aide à réguler le climat de tout un continent et influence même les schémas climatiques à travers l'Atlantique. La forêt n'est pas seulement une collection d'arbres, mais un vaste système respirant. Et lorsque des parties en sont perdues par la déforestation ou les incendies, le cycle s'affaiblit. La pluie diminue, les sécheresses se propagent. L'Amazonie est souvent appelée les poumons de la Terre, mais c'est aussi le cœur battant des cieux d'Amérique du Sud, pulsant humidité, souffle et vie dans l'air lui-même. Certains grenouilles se congèlent complètement et survivent encore. Dans le silence glacé de l'hiver, certaines grenouilles subissent l'une des transformations les plus étonnantes du règne animal. Elles se congèlent, pas seulement ralentir, mais littéralement devenir solides. La grenouille des bois d'Amérique du Nord peut survivre à une congélation pendant des jours, voire des semaines. Son cœur s'arrête, son sang se transforme en glace, ses organes s'arrêtent et son corps se raidit complètement. Mais grâce à des composés antigels naturels dans ses tissus, les cellules de la grenouille restent intactes. Lorsque le printemps revient et que les températures augmentent, la glace fond et la grenouille se réveille, sautant comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas une métaphore, c'est une survie cryogénique perfectionnée par l'évolution. Les scientifiques étudient ces grenouilles dans l'espoir d'apprendre à préserver les tissus humains ou de comprendre la résilience biologique extrême. Pour l'instant, elles restent des miracles silencieux d'adaptation, de minuscules amphibiens qui défient l'emprise de l'hiver et reviennent à la vie, battement par battement. Les baleines peuvent chanter à travers des océans entiers. Sous la surface de la mer,
des chansons dérivent dans l'obscurité. Longues, lentes et envoûtantes, les vocalisations des baleines bleues peuvent voyager sur des milliers de kilomètres sous l'eau. Ces sons à basse fréquence sont parmi les plus forts et les plus profonds émis par un animal. Et dans les profondeurs silencieuses, ils peuvent résonner d'une côte à l'autre. Les baleines utilisent ces chansons pour trouver des partenaires, naviguer et communiquer sur de vastes distances. Chaque population a son propre dialecte, et leurs chansons peuvent évoluer avec le temps, transmises comme des traditions orales. Certaines espèces, comme la baleine à bosse, créent de longues mélodies complexes qui changent d'année en année, avec différents baleines contribuant de nouvelles phrases. Nous ne comprenons pas encore tout ce qu'elles disent, mais nous savons que cela compte. Ce ne sont pas des sons aléatoires. Ce sont des messages partagés à travers un monde aquatique parmi des créatures qui parcourent les océans de la Terre depuis plus longtemps que n'importe quelle mémoire humaine. Les graines peuvent rester dormantes pendant des milliers d'années. Les graines sont de minuscules voyageurs dans le temps. Elles peuvent sembler simples et sans vie, mais à l'intérieur, elles portent le plan de la vie et parfois une incroyable patience. Certaines graines peuvent rester dormantes pendant des décennies, voire des siècles, attendant le moment parfait pour germer. Dans un cas remarquable, une graine de palmier dattier trouvée sur un site archéologique vieux de 2000 ans a été germée avec succès à l'époque moderne. Elle avait dormi à travers des empires, des saisons et le silence. Puis, avec de l'eau et de la chaleur, elle s'est réveillée et a poussé. Les graines survivent au gel, au feu ou à l'enfouissement sous des mètres de terre. Elles sont équipées de coques protectrices, d'une chimie complexe et d'une sensibilité finement réglée à leur environnement. Quand le moment est venu, pas avant, elles recommencent. Dans chaque graine réside une promesse silencieuse que la vie peut attendre, endurer et revenir. Un simple grain de silence contenant l'avenir dans sa coque. La bioluminescence a évolué plus de 40 fois. L'éclat des lucioles, le scintillement du plancton dans les vagues, le clignotement de l'appât d'un poisson des profondeurs. Ces lumières ne sont pas empruntées. Elles sont créées par la vie elle-même. La bioluminescence, la capacité à produire de la lumière par des réactions chimiques, a évolué indépendamment au moins 40 fois à travers l'arbre de la vie. Des bactéries aux champignons, des calmars aux méduses, les organismes ont développé leurs propres moyens de briller. Certains utilisent la lumière pour attirer des proies, d'autres pour avertir les prédateurs. Certains l'utilisent pour trouver des partenaires ou disparaître en plein jour. Dans les profondeurs de l'océan, où la lumière du soleil n'atteint jamais, la bioluminescence est partout. Une constellation scintillante et dérivante d'étoiles vivantes. La chimie est élégante. Une enzyme appelée luciférase interagit avec une molécule productrice de lumière appelée luciférine, libérant de l'énergie sous forme de lumière visible. Simple, silencieux et stupéfiant, un langage commun de lueur que la vie a écrit encore et encore dans les grottes, les vagues et les coins les plus éloignés de l'obscurité. Vos os sont faits de poussière d'étoiles. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique. Le calcium dans vos os, la structure même qui vous tient debout, a été forgé dans le cœur d'étoiles anciennes. Dans les derniers instants de la vie d'une étoile massive, des éléments plus lourds que l'hélium sont créés par la fusion nucléaire. Lorsque l'étoile explose en supernova, ces éléments sont dispersés dans l'espace. Avec le temps, ils dérivent dans des nuages de poussière et de gaz, se mélangeant et se déposant jusqu'à ce que la gravité les réunisse à nouveau. Les planètes se forment, les océans s'élèvent, et finalement, sur un petit monde bleu, la vie commence. Le calcium, le fer, le carbone et l'oxygène dans votre corps proviennent tous de ces étoiles anciennes. Vous ne vivez pas seulement dans l'univers. Vous êtes l'univers, arrangé dans un motif qui peut penser, respirer et s'émerveiller. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles, marchant sur un monde façonné par la lumière et le temps. Certains insectes peuvent voir,
en ultraviolet. Quand vous regardez une fleur, vous voyez de la couleur, peut-être du jaune, du rouge ou du bleu. Mais pour beaucoup d'insectes, en particulier les abeilles, les fleurs semblent complètement différentes. C'est parce qu'elles peuvent voir la lumière ultraviolette, une partie du spectre invisible à l'œil humain. Pour elles, un pétale d'apparence ordinaire peut flamboyer avec des motifs lumineux, des guides d'atterrissage et des anneaux rayonnants, tous conçus pour les conduire au nectar à l'intérieur. Ces motifs ne sont pas seulement beaux, ils sont fonctionnels, évolués par un bénéfice mutuel. La fleur est pollinisée, l'abeille est nourrie. D'autres insectes utilisent la vision UV pour naviguer, trouver des partenaires ou repérer des prédateurs. Même le modeste papillon de chou voit le monde dans des nuances que nous ne pouvons imaginer. Ainsi, bien que nous partagions la même planète, nous ne partageons pas le même monde visuel. Il y a un spectre caché tout autour de nous, rempli de signes lumineux et de couleurs que nous ne verrons jamais tout à fait. Les kangourous peuvent mettre leur grossesse en pause. Au cœur de l'outback australien, les kangourous portent un secret remarquable, la capacité de mettre le temps en pause dans leur propre corps. Lorsque les conditions sont difficiles ou lorsqu'un joey est déjà dans la poche, une mère kangourou peut retarder le développement d'un ovule fécondé. Ce phénomène, appelé diapause embryonnaire, permet à son corps d'attendre le bon moment pour poursuivre la grossesse. Elle peut nourrir un joey à l'extérieur de l'utérus, un dans la poche, et avoir un troisième en pause, tout à la fois. Lorsque la nourriture devient disponible ou que la poche est libérée, l'embryon reprend son développement. C'est une stratégie brillante pour survivre dans un climat imprévisible. Ce bouton de pause naturel signifie que les kangourous peuvent chronométrer leur reproduction avec une précision incroyable. Dans un pays d'extrême, la nature leur a donné une flexibilité, une maîtrise acquise du temps inscrite dans leur biologie. Certains poissons peuvent changer de sexe. Dans le chaos coloré des récifs coralliens, certains poissons portent un secret étonnant. Ils peuvent passer de mâle à femelle ou inversement. Les poissons clowns, par exemple, vivent en petits groupes sociaux avec une hiérarchie stricte. Le plus grand poisson est une femelle et seule elle se reproduit avec le mâle dominant. Si elle meurt, le mâle change de sexe, devenant la nouvelle matriarche. Dans d'autres espèces, comme les labres, les femelles peuvent devenir mâles, souvent lorsque le mâle dominant disparaît. Cette transition n'est pas seulement comportementale, elle est biologique. Les hormones changent, les organes se restructurent, les rôles s'inversent. C'est une adaptation naturelle qui aide à maintenir la reproduction dans des environnements dynamiques. Dans l'océan, l'identité n'est pas toujours fixe. Elle peut changer avec le besoin, l'opportunité ou les courants du hasard. Et dans ces transformations silencieuses, nous voyons à quel point la vie peut être fluide, réactive et infiniment surprenante. Les oiseaux naviguent en utilisant le champ magnétique terrestre chaque année. Les oiseaux parcourent des milliers de kilomètres à travers les montagnes, les océans et même les continents, retournant au même site de nidification avec une précision extrême. Comment font-ils ? Un secret réside dans leur biologie, la capacité de ressentir le champ magnétique terrestre. Certains oiseaux ont de minuscules cristaux de magnétite dans leur bec ou leur tête, agissant comme des boussoles internes. D'autres peuvent utiliser des protéines spécialisées dans leurs yeux, leur permettant de voir les champs magnétiques comme des motifs ou des indices visuels. Ce sens magnétique, appelé magnétoception, fonctionne en tandem avec le soleil, les étoiles et le paysage pour les guider. C'est un système subtil et élégant, une carte ancienne gravée dans leur système nerveux. Nous ne comprenons pas encore tous les détails, mais nous savons que cela fonctionne. Les oiseaux rentrent chez eux non seulement par la mémoire ou l'instinct, mais en ressentant les forces invisibles qui entourent la Terre elle-même. La Terre respire à travers le cycle du carbone. La Terre est vivante de plus de façons que nous ne le réalisons souvent, et l'un de ses rythmes les plus profonds est le cycle du carbone. Le carbone circule à travers l'air, l'eau, les plantes, les animaux et les roches dans un flux lent et interconnecté. Quand vous expirez, vous libérez du dioxyde de carbone. Les plantes l'absorbent pendant la photosynthèse, construisant des feuilles, des tiges et des racines. Les animaux mangent ces plantes,
Les décomposeurs dégradent ce qui reste. Les volcans l'émettent. Les océans l'absorbent. Une partie de ce carbone devient des combustibles fossiles, une autre devient de la pierre, et une partie persiste dans l'air. Cet échange mondial aide à réguler le climat, à soutenir la vie et à façonner les écosystèmes. C'est un cycle qui se déplace non seulement à travers les années, mais à travers les ères. Et en ce moment, il est déséquilibré, perturbé par l'activité humaine. Comprendre ce cycle nous aide à voir la Terre non comme statique, mais comme respirant, inspirant et expirant, lumière et obscurité, croissance et décomposition. Un système vivant, tournant silencieusement dans l'espace. Les bactéries furent les premiers bâtisseurs de la surface terrestre. Avant les plantes, avant les animaux, même avant l'oxygène que nous respirons, il y avait des bactéries. Et certaines d'entre elles ont construit des structures qui existent encore aujourd'hui. Les stromatolites sont des formations rocheuses anciennes trouvées dans les eaux peu profondes du monde entier. Elles sont créées par des cyanobactéries, des microbes qui piègent et lient les sédiments au fil du temps, couche par couche. Les stromatolites fossilisés datent de plus de 3,5 milliards d'années. Ce sont parmi les plus anciennes preuves de vie sur Terre. Ces communautés microbiennes ont aidé à façonner la surface et l'atmosphère de la planète, libérant de l'oxygène comme sous-produit de la photosynthèse. Finalement, cet oxygène a tout changé, ouvrant la voie à une vie complexe. Aujourd'hui, des stromatolites vivants peuvent encore être trouvés dans des endroits comme Shark Bay, en Australie. Silencieux, étranges et anciens, ils témoignent des premiers ingénieurs, des bâtisseurs sans outils, des architectes sans yeux. Juste une vie microscopique, patiente, posant les bases de tout ce qui a suivi. Les dauphins ont des noms les uns pour les autres. Dans le bleu scintillant des océans, les dauphins communiquent avec un langage complexe de clics et de sifflements. Mais il y a quelque chose d'encore plus remarquable. Ils semblent avoir des noms. Chaque dauphin développe un sifflement de signature unique tôt dans sa vie, une sorte d'identifiant acoustique. Les autres dauphins apprennent et se souviennent de ce sifflement, l'utilisant pour appeler des individus spécifiques. Ce n'est pas de l'imitation, c'est de la reconnaissance. Lorsque les chercheurs ont rejoué le sifflement de signature d'un dauphin, l'animal a répondu comme une personne pourrait se tourner en entendant son nom. Ce comportement suggère un niveau de mémoire sociale et d'identité auparavant considéré comme uniquement humain. Les dauphins vivent dans des groupes complexes et changeants. Être capable d'identifier et de suivre des individus aide à maintenir des liens, à gérer des relations et à naviguer dans leur monde social fluide. Dans les profondeurs, les dauphins parlent, et dans leurs appels, nous entrevoyons quelque chose d'étonnant. Les racines du langage résonnant sous les vagues. Le Sahara était autrefois un paradis vert luxuriant. Aujourd'hui, le Sahara s'étend comme une mer dorée, vaste, chaude et sèche. Mais il n'y a pas si longtemps, il était tout autre. Il y a environ 6 à 8 000 ans, une grande partie du Sahara était verte. La pluie tombait régulièrement, les rivières coulaient, les lacs scintillaient au soleil. La faune parcourait les prairies. Éléphants, crocodiles, girafes et humains y vivaient, laissant derrière eux des peintures rupestres d'une vie abondante. Cette période, connue sous le nom de période humide africaine, était due à de subtiles variations de l'orbite terrestre, qui altéraient la force des moussons saisonnières. Finalement, les pluies se sont estompées et le désert est revenu. Mais sous les sables reposent d'anciens lits de lacs, des arbres fossilisés et des preuves enfouies d'un monde transformé. Le Sahara n'est pas seulement un désert, c'est une mémoire, un rappel que même les paysages les plus rudes étaient autrefois doux, verts et vivants, et pourraient le redevenir un jour. Les abeilles peuvent comprendre le concept de zéro. Elles sont minuscules, elles bourdonnent et elles pollinisent notre monde. Mais les abeilles peuvent aussi faire quelque chose d'étonnant. Elles semblent comprendre le zéro. Dans des expériences,
les abeilles ont été entraînées à associer moins de formes à une récompense sucrée. Lorsqu'on leur présentait une carte vierge, sans forme du tout, elles la choisissaient correctement par rapport aux cartes, avec une ou plusieurs formes. Cela suggère que les abeilles saisissent l'idée abstraite que rien est moins que quelque chose. Seuls quelques animaux, comme les chimpanzés, les dauphins et les perroquets, ont démontré ce type de raisonnement numérique. Que les abeilles, avec leur petit cerveau, puissent faire de même est remarquable. Cela suggère une forme d'intelligence non limitée par la taille du cerveau, mais façonnée par le besoin et l'évolution. À l'intérieur d'une ruche, des milliers d'esprits travaillent comme un seul. Mais même l'abeille individuelle réserve des surprises. Petit corps, grand esprit, un bourdonnement silencieux et un cerveau brillant. Les loups ont changé la forme des rivières. Lorsque les loups ont été réintroduits dans le parc national de Yellowstone dans les années 1990, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ils n'ont pas seulement affecté les populations de cerfs, ils ont remodelé tout le paysage. Avec moins d'animaux brouteurs, la végétation le long des rives des rivières s'est rétablie. Les arbres et les arbustes ont poussé plus haut. Les oiseaux sont revenus. Les castors ont construit des barrages. La végétation plus saine a stabilisé le sol, réduisant l'érosion et modifiant le cours de l'eau. Dans certains endroits, les rivières sont devenues plus étroites et sinueuses, plus stables. Ce phénomène, connu sous le nom de cascade trophique, montre comment une seule espèce peut affecter un écosystème entier. Les loups, en faisant simplement ce que font les loups, ont créé un effet d'ondulation qui a transformé les forêts, les cours d'eau et les populations animales. C'est un rappel puissant que la nature est interconnectée de manière que nous ne voyons souvent pas. Chaque créature joue un rôle, parfois subtil, parfois profond. Et dans le hurlement d'un loup de retour, la terre commence à guérir. Les fleurs peuvent entendre le bourdonnement des abeilles. Nous pensons souvent aux fleurs comme passives, colorées, parfumées et immobiles, mais certaines fleurs écoutent. Des recherches ont montré que certaines plantes peuvent réagir au son du bourdonnement d'une abeille. Lorsqu'un pollinisateur s'approche, la vibration de ses ailes déclenche la fleur pour produire un nectar plus sucré en quelques minutes. La fleur n'a pas d'oreille, bien sûr, mais ses pétales vibrent en réponse au son, agissant comme des organes sensoriels qui détectent des fréquences spécifiques. Cela garantit que la plante offre une meilleure récompense précisément lorsqu'un pollinisateur est à proximité. C'est un dialogue silencieux. L'abeille appelle, la fleur répond. Cette conscience acoustique subtile ajoute une couche à notre compréhension du comportement des plantes. Même sans nerfs ni cerveau, les plantes peuvent sentir, réagir et s'adapter en temps réel. Le jardin n'est pas silencieux. Il est rempli de conversations bourdonnantes délicates. Les lichens sont deux organismes vivants comme un seul. Sur les pierres, les écorces d'arbres et les falaises montagneuses, vous trouverez des lichens, de simples taches colorées, écroutées, accrochées à la surface. Mais ces organismes silencieux cachent une vérité surprenante. Ils ne sont pas une seule forme de vie, mais deux, voire plus. Un lichen est un partenariat entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie. Le champignon fournit structure et protection. Le partenaire photosynthétique produit de la nourriture à partir de la lumière du soleil. Ensemble, ils survivent dans des endroits trop rudes pour l'un ou l'autre seul, de la toundra arctique au désert sec. Ce n'est pas toujours un partenariat doux. Parfois, le champignon domine, soumettant l'algue. Mais le résultat est une résilience, une forme de vie hybride qui prospère là où peu d'autres le peuvent. Les lichens sont anciens, stables et essentiels à de nombreux écosystèmes qui décomposent la roche en sol, fournissent de la nourriture et créent un abri. Deux espèces, une vie. Une collaboration silencieuse inscrite à la surface du monde. Les ours d'eau pourraient survivre à toutes les autres espèces. Ils sont microscopiques, mous et étonnamment mignons. Mais les tardigrades, également appelés ours d'eau, sont parmi les organismes les plus résistants de la Terre. Vous les avez déjà rencontrés dans cette liste, survivant à l'espace, mais leur résilience va encore plus loin.
Les tardigrades peuvent endurer le gel, l'ébullition, des radiations intenses, une pression écrasante et une déshydratation totale. On les trouve sur les sommets des montagnes, au fond des océans et profondément dans la glace solide. Lorsque les conditions deviennent difficiles, ils se recroquevillent dans un état dormant appelé toon, mettant littéralement la vie en pause. Dans cet état, ils peuvent survivre des décennies, peut-être même des siècles. Certains scientifiques pensent que les tardigrades pourraient même survivre à des événements d'extinction massive qui élimineraient toutes les formes de vie plus grandes, comme les impacts d'astéroïdes ou les radiations globales. Ils ne sont pas invincibles, mais ils sont incroyablement préparés. Dans les coins silencieux du monde, l'ours d'eau attend, minuscule, éternel et prêt à recommencer. Les rats taupes nus ne vieillissent pas comme les autres mammifères. Ils sont étranges, ridés et vivent sous terre. Mais les rats taupes nus sont parmi les mammifères les plus fascinants biologiquement. Contrairement à la plupart des créatures, ils semblent défier les schémas habituels de vieillissement. Ils ne montrent pas une augmentation typique du risque de mortalité en vieillissant. Ils résistent au cancer, tolèrent des environnements à faible teneur en oxygène et vivent jusqu'à 30 ans, un temps incroyablement long pour un rongeur. Leurs cellules restent stables. Leurs protéines résistent aux dommages. En fait, un rat taupe de 5 ans ressemble beaucoup à un rat taupe de 25 ans, du moins en interne. Ils vivent dans des colonies souterraines complexes, avec une seule reine reproductrice, un peu comme des insectes. Les scientifiques les étudient pour des indices sur la longévité, la résistance au cancer et la résilience sous stress. Dans les tunnels sombres sous la terre, ces créatures mènent des vies discrètes et cachées, à la peau douce et petite, mais portant des secrets qui pourraient un jour nous aider tous. Le corps humain contient des trillions de cellules. Vous êtes fait de poussière d'étoiles, d'histoires et d'environ 30 trillions de cellules. Chaque souffle, chaque pensée, chaque battement de cœur est le travail d'innombrables parties microscopiques, chacune avec son propre rôle. Les cellules musculaires se contractent. Les neurones s'activent. Les globules rouges transportent l'oxygène. Les cellules de la peau se renouvellent. Les cellules intestinales digèrent. Les cellules immunitaires défendent. Ensemble, ces cellules diverses forment un corps unifié, un être fait de nombreux. Mais votre corps est aussi plein de mouvements. Les cellules meurent et sont remplacées constamment. Vous vous reconstruisez morceau par morceau chaque jour. Vous n'êtes pas statique. Vous êtes une symphonie vivante de coopération cellulaire. Et pourtant, tout cela fonctionne en équilibre. Même maintenant, alors que vous reposez, des millions de cellules travaillent silencieusement pour vous maintenir entier. Vous n'êtes pas une seule chose. Vous êtes une communauté, un miracle de coordination, bourdonnant doucement sous votre peau. Certains perroquets peuvent surpasser un tout petit. Ils sont colorés, bavards et souvent ludiques. Mais les perroquets sont aussi parmi les animaux les plus intelligents de la planète. Des études ont montré que certaines espèces, comme le perroquet gris d'Afrique, peuvent compter, comprendre des concepts comme même et différent, et même saisir l'idée de zéro. Un perroquet célèbre nommé Alex a appris à identifier les couleurs, les formes et les quantités. Il pouvait demander ce qu'il voulait, exprimer de la frustration et répondre à des questions complexes. Dans de nombreuses tâches, il surpassait ou égalait un tout petit humain. Les perroquets utilisent également leur intelligence dans la nature, résolvant des problèmes, naviguant dans des groupes sociaux et même utilisant des outils. Leurs cerveaux sont structurés différemment des nôtres, mais l'évolution a trouvé un chemin parallèle. Quand un perroquet parle, il ne se contente pas d'imiter. Il peut aussi penser. Des plumes brillantes, des esprits encore plus brillants, et un petit oiseau qui pourrait être plus intelligent que vous ne le pensez. L'océan contient plus de vie que toute la Terre réunie. Nous marchons sur la Terre, nous vivons sous le ciel, mais la majeure partie de la vie terrestre est cachée sous les vagues.
L'océan couvre plus de 70% de la surface de la planète et contient la grande majorité de toute la biomasse vivante. Des plus petits planctons aux plus grandes baleines, des méduses lumineuses aux forêts de varech, la vie marine prospère sous des formes presque innombrables. Récifs coralliens, eaux libres, fosses profondes. Chacun soutient une communauté unique. Même une seule goutte d'eau de mer peut contenir des milliers d'organismes microscopiques. Nous n'avons exploré qu'une fraction de l'océan profond. Une grande partie reste intacte, mystérieuse et regorge de vie inconnue. La mer n'est pas vide, elle est grouillante. Un vaste monde vivant sous la surface, pulsant avec les courants et les chansons. La plus grande étendue sauvage de la Terre est bleue. L'être vivant le plus ancien de la Terre est un arbre tremblant. Dans un bosquet tranquille de l'Utah se trouve ce qui pourrait être l'organisme vivant le plus ancien connu sur Terre. Il ne semble pas ancien, juste un groupe d'arbres ordinaires aux feuilles tremblantes. Mais sous la surface, ils sont tous connectés. C'est Pando, une colonie clonale de peupliers trembleurs. Chaque tronc que vous voyez est génétiquement identique, faisant partie d'un système racinaire unique qui pourrait avoir plus de 80 000 ans. Pando ne se reproduit pas avec des graines. Au lieu de cela, il envoie de nouvelles tiges à partir de ses racines, génération après génération, formant une forêt vivante faite d'un seul arbre. Bien que les troncs individuels meurent et repoussent, l'organisme dans son ensemble perdure. Il a survécu aux âges glaciaires, aux tempêtes et au temps lui-même. Une forêt qui est aussi un seul être, ancienne, silencieuse et toujours bien vivante, enracinée sur place et tendant toujours vers le ciel. Certains virus peuvent être bénéfiques. Quand nous pensons au virus, nous pensons généralement à la maladie, mais tous les virus ne sont pas nuisibles. Certains jouent des rôles essentiels dans la formation de la vie, de l'évolution et même de notre santé. Certains virus attaquent les bactéries nuisibles dans l'intestin humain, aidant à maintenir l'équilibre microbien. D'autres influencent l'expression génétique, insèrent de l'ADN utile dans nos génomes ou aident les cellules à s'adapter au stress. En fait, une partie du génome humain, près de 8%, provient d'ADN viral ancien, transmis sur des millions d'années. Certains de ces gènes viraux sont maintenant vitaux pour notre biologie, impliqués dans tout, du développement cérébral à la reproduction. Les virus ne sont pas seulement des envahisseurs. Ils font partie de l'histoire de la vie et de son avenir, de minuscules fils tissés dans la trame de ce que nous sommes, non seulement comme menaces, mais parfois comme alliés. Les requins existent sur Terre depuis plus longtemps que les arbres. Les requins sont souvent vus comme des prédateurs modernes, élégants, rapides et dangereux. Mais leur lignée est plus ancienne qu'il n'y paraît. Les requins existent depuis plus de 400 millions d'années. Les arbres, en comparaison, ne sont apparus qu'il y a environ 350 millions d'années. Cela signifie que les requins nageaient dans les océans de la Terre avant qu'une seule feuille ne fasse de l'ombre sur la Terre. Ils ont survécu à 5 extinctions massives, y compris celle qui a anéanti les dinosaures. Leur plan corporel de base a très peu changé au fil du temps, un témoignage de leur efficacité et de leur adaptation. Les requins modernes se présentent sous des centaines de formes, des doux requins baleines aux requins marteaux et aux requins lanternes des profondeurs. Mais tous portent l'héritage d'un temps profond. Chaque glissement dans l'eau est un mouvement façonné par des éons, silencieux, stables et durables. Les forêts tropicales créent leurs propres nuages. Les forêts tropicales ne sont pas seulement façonnées par le climat, elles aident à le créer. Chaque jour, les arbres puisent l'eau du sol et la libèrent par leurs feuilles dans un processus appelé transpiration. Cette humidité monte dans l'air et se condense en nuages. Dans des endroits comme l'Amazonie, ce cycle constant d'eau aide à maintenir les précipitations, non seulement localement, mais à travers des régions entières. Lorsque la forêt est saine, elle soutient son propre climat. Mais lorsque les arbres sont perdus, l'effet est profond. Moins d'humidité signifie moins de nuages, et finalement,
moins de pluie. Un point de bascule peut être atteint où la forêt ne peut plus se maintenir. Les forêts tropicales ne sont pas seulement des paysages passifs, ce sont des moteurs de l'atmosphère, expirant brume, nuages et vie. Quand vous vous tenez sous la canopée, vous êtes dans les poumons d'un continent. Certains crabes se décorent avec des éponges vivantes. Dans les eaux côtières peu profondes, une petite créature pratique une forme de camouflage silencieuse avec une touche d'originalité. Les crabes décorateurs ne se contentent pas de se fondre dans leur environnement, ils en deviennent une partie. Ils ramassent soigneusement des morceaux d'algues, d'herbes marines et d'éponges et les fixent à leur coquille à l'aide de poils crochus. Certains placent même des éponges vivantes sur leur dos qui continuent de croître à mesure que le crabe se déplace. Cela sert plusieurs objectifs: se cacher des prédateurs, imiter l'environnement et parfois même obtenir une protection chimique. L'éponge peut libérer des toxines ou des goûts désagréables, rendant le crabe moins appétissant. C'est une collaboration, pas tout à fait une symbiose, mais proche. Un récif mobile, une créature qui porte sa maison comme un costume, s'ajustant constamment pour rester invisible. Dans les eaux tranquilles, le déguisement devient un art. Les insectes surpassent les humains par des milliards à 1. Le monde appartient aux insectes. Pour chaque humain sur Terre, on estime qu'il y a 200 millions d'insectes. Ils vivent dans tous les écosystèmes, des canopées des forêts tropicales à la toundra gelée, des sables du désert aux rivages de l'océan. Les coléoptères, à eux seuls, représentent près d'un quart de toutes les espèces animales connues. Les insectes pollinisent les cultures, recyclent les nutriments, décomposent les déchets et nourrissent d'innombrables autres créatures. Ils sont ici depuis plus de 400 millions d'années et ont survécu à chaque extinction massive. Certains vivent quelques minutes, d'autres des années. Ils construisent des villes, mènent des guerres et même cultivent. Leurs sociétés peuvent être complexes, leurs adaptations infinies. Bien qu'ils soient petits, ils sont puissants, façonnant le monde de manière que la plupart d'entre nous ne voient jamais. Nous pouvons dominer la Terre dans nos propres esprits, mais les insectes étaient là en premier, et ils seront probablement là longtemps après notre disparition. Les oiseaux de paradis exécutent des danses élaborées pour s'accoupler. Au cœur des forêts tropicales de Nouvelle-Guinée et des îles voisines, les oiseaux de paradis affichent une beauté presque incroyable. Leurs plumes scintillent en bleu métallique, orange ardent et noir velouté. Certains arborent des panaches comme des serpentins. D'autres déploient des éventails ou rebondissent sur de longs fils de queue. Mais il ne s'agit pas seulement d'apparence. Ces oiseaux exécutent des danses élaborées, chaque espèce avec sa propre chorégraphie. Ils sautent, tournent, s'inclinent et posent dans des séquences précises accompagnées de clics, de sifflements et de battements. Les femelles observent depuis les hauteurs, choisissant leurs partenaires en fonction de leur performance. Cette sélection intense a conduit à l'évolution de certains des traits les plus extravagants du règne animal. Derrière chaque danse se trouve une histoire silencieuse de patience, de mise en scène et de la créativité sauvage de la vie. Dans ces rituels de cour, nous entrevoyons l'élan de l'évolution pour le dramatique et l'amour de la nature pour le spectacle. Les araignées utilisent une soie plus forte que l'acier. Dans les coins tranquilles des greniers, des arbres et des portails de jardin, les araignées tissent quelque chose d'extraordinaire. Leur soie, tirée de leur corps en longs fils délicats, est parmi les matériaux les plus résistants de la nature. Poids pour poids, la soie d'araignée est plus forte que l'acier et bien plus flexible. Elle peut s'étirer sans se casser, absorber une énorme énergie et former des structures complexes comme des toiles, des filets et des sacs d'œufs. Chaque fil est fait de protéines arrangées en motifs microscopiques, assemblées avec une précision parfaite. Différentes araignées produisent différents types de soie, chacun avec son propre but, collant, lisse, robuste ou doux. Certaines peuvent même tisser de la soie sous l'eau ou en planant dans l'air. Les scientifiques étudient la soie d'araignée pour son utilisation dans les sutures médicales, les matériaux par balles et l'ingénierie légère.
Mais pour l'instant, l'araignée tisse silencieusement, fabriquant des miracles de l'intérieur, un fil soyeux à la fois. Les lucioles utilisent la lumière pour communiquer entre elles. Par les chaudes nuits d'été, l'obscurité s'anime de minuscules éclats de lumière. Les lucioles, également appelées vers luisants, communiquent avec des signaux bioluminescents, des motifs de clignotement qui varient selon l'espèce, la région et même le sexe. Les mâles volent dans l'air, affichant des rythmes spécifiques. Les femelles répondent avec des réponses chronométrées depuis l'herbe ou les arbres. C'est un dialogue de cours écrit en lumière. Certaines espèces clignotent lentement, d'autres rapidement. Quelques-unes émettent une lueur douce et constante. À l'intérieur de leur abdomen, les lucioles mélangent des substances chimiques comme la luciférine et l'oxygène pour créer cette lumière froide, un processus qui ne produit pas de chaleur. C'est l'une des conversations les plus silencieuses et enchantées de la nature. Mais les lucioles utilisent aussi leur lumière pour avertir les prédateurs. Certaines espèces ont un goût amer ou sont légèrement toxiques. Leur lueur est à la fois beauté et signal. Un langage vivant de flash qui danse dans l'obscurité. Certains singes utilisent des plantes médicinales pour se soigner. Dans les forêts d'Afrique et d'Amérique du Sud, certains singes font plus que manger des plantes. Ils les utilisent comme médicaments. Les chercheurs ont observé des chimpanzés et d'autres primates chercher délibérément des plantes amères et non nutritives lorsqu'ils sont malades ou blessés. Ils mâchent la moelle de tige spécifique, avalent des feuilles rugueuses entières ou frottent certaines substances sur leur peau. Beaucoup de ces plantes contiennent des composés antibactériens, antifongiques ou antiparasitaires. Par exemple, les chimpanzés souffrant de parasites intestinaux mangent souvent des feuilles amères qui aident à purger les vers. Ils ne consomment pas ces plantes de manière occasionnelle, uniquement lorsque les symptômes apparaissent. Ce comportement, connu sous le nom de zoopharmacognosie ou automédication animale, remet en question l'idée que seuls les humains utilisent des remèdes curatifs. Cette connaissance peut être instinctive, transmise ou les deux. Mais elle révèle une intelligence cachée. Parmi les branches et les feuilles, une pharmacie silencieuse attend, et certains animaux savent déjà comment l'utiliser. Les algues produisent la plupart de l'oxygène que vous respirez. Chaque souffle que vous prenez est un cadeau, non seulement des arbres, mais de l'océan. De minuscules organismes appelés phytoplanctons, dérivant près de la surface de la mer, effectuent la photosynthèse tout comme les plantes. Ils produisent une grande partie de l'oxygène de la Terre, estimé à 50 à 80% de l'oxygène que nous respirons. Ces microbes minuscules, souvent plus petits qu'un cheveu humain, absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène, soutenant la vie marine et terrestre. Ils forment la base de la chaîne alimentaire océanique, nourrissant tout, des minuscules zooplanctons aux baleines géantes. Sans eux, l'atmosphère terrestre serait radicalement différente, et la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. Les phytoplanctons ne sont pas seulement des producteurs d'oxygène, ils sont des régulateurs du climat, influençant les cycles mondiaux du carbone et de l'eau. La prochaine fois que vous inspirez, pensez à l'océan, à ces innombrables travailleurs microscopiques qui, silencieusement, maintiennent le monde en vie.